C'est quoi la scène la plus choquante à laquelle vous avez assisté lors d'un anniversaire en famille? Le jour où j'ai eu 18 ans, mes parents m'ont mis dehors sans ménagement, puis ils ont raconté à tout le quartier que c'était parce que j'étais une junkie à problème. Ce qu'ils ignoraient, c'est que j'avais conservé tous les justificatifs, les photos et les mails nécessaires pour un jour leur rendre la monnaie de leurs pièces. Toute mon enfance se résume en 3 mots, peut-être l'an prochain. Mes parents ne se sont jamais souciés de moi ni de mes anniversaires, ça leur passait complètement au-dessus de la tête. Ma grande sœur Hayley avait droit à des fêtes délirantes, avec château gonflable fait sur mesure, magicien, traiteur, tout le cirque. Sa soirée pour ses 16 ans avait coûté plus cher que le mariage de la plupart des gens, et mon petit frère Ryan, même traitement. Moi par contre, mes parents m'évitaient comme la peste. Je faisais semblant de ne pas en avoir cure, mais au fond, ça me faisait un mal de chien. À 12 ans, j'ai arrêté de parler de mon anniversaire, tout simplement. Mais quelque part, j'ai toujours espéré que mes 18 ans seraient différents. 6 ans passent. Le matin de mes 18 ans, je me réveille sur un bruit de fête. En descendant, je découvre une cinquantaine de personnes rassemblées autour d'un gâteau d'anniversaire à 3 étages, sous une banderole colorée. Mais sur la banderole, il y avait écrit « Joyeux 3e anniversaire, princesse Bella ». Je me suis figé sur place. Mon prénom, c'est Jordan. Bella, c'est le chien. Je suis resté paralysé pendant que tout le monde chantait pour le chien. Quand ils ont fini, j'ai juste murmuré « C'est aussi mon anniversaire ». Un silence glacial s'est abattu sur la pièce. Ma mère a pris un air agacé. « Tu vas pas être jaloux d'un chien pour son anniversaire ?» Et là, j'ai craqué. Les larmes ont coulé toutes seules. 18 ans à être transparent, tout est ressorti d'un coup. C'est pile à ce moment-là que mes parents m'ont tendu mon cadeau d'anniversaire. Ils m'ont mis dehors. Je n'avais nulle part où aller. Presque toute ma famille est en Irlande, sauf un oncle à New York, Dennis, à qui je ne parlais quasiment jamais. Dormir chez lui, c'était toujours mieux que finir à la rue. Je me suis pointé chez lui, sac à dos sur l'épaule, en essayant de ne pas pleurer. Il m'a ouvert avec une tête fermée. « Laisse-moi deviner. Tu t'es mis dans une sale histoire et tu cherches un toit ?» Sa voix était sèche. J'ai acquiescé, trop fatigué pour discuter. Le sous-sol est libre. Tu touchais à rien, tu fais pas de bruit, et c'est provisoire. Pendant 2 semaines, j'ai vécu comme un fantôme, à marcher sur la pointe des pieds et à tout nettoyer derrière moi. À part me rappeler les règles, il ne m'adressait quasiment pas la parole. Règles strictes, aucun visiteur. Je croyais qu'il me détestait comme les autres. Peut-être que mes parents ont raison à son sujet, ai-je pensé. Je baissais la tête, j'obéissais. Et le soir, je pleurais en me demandant ce qui clochait chez moi pour qu'on ne veuille pas de moi. Et puis un soir, j'ai craqué. Il m'a demandé comment ma journée s'était passée. Et là, j'ai tout lâché. Le favoritisme, la négligence, le fait d'avoir été viré. J'ai redouté sa réaction, mais l'oncle Dennis a dit un truc qui a tout changé. Tes parents m'ont appelé pour me dire que tu étais accro, que tu leur avais volé de l'argent, que tu étais devenu violent quand ils ont voulu t'aider. J'ai senti le sang se glacer dans mes veines. Il a poursuivi. Ils m'ont prévenu il y a 3 semaines. Ils m'ont dit d'être intransigeant et de guetter les signes de manque si tu débarquais. Ils m'ont dit aussi que tu allais mentir sur les vraies raisons de ton départ. Il m'a montré des messages envoyés par ma mère, bourrés de mensonges sur ma soi-disant addiction et mes problèmes de comportement. C'est pour ça que j'ai été aussi dur. Je croyais t'aider à décrocher. On est resté silencieux un moment, puis il a ajouté « Un toxico ne respecte pas les règles sans broncher 2 semaines, il ne pleure pas le soir, il ne sursaute pas à la moindre voix haute. » Et là, l'oncle Dennis a fait quelque chose d'inattendu. Il est allé sortir une boîte de son placard. À l'intérieur, 18 cartes d'anniversaire à mon nom. Ta mère m'a dit que tu ne fêtais jamais ton anniversaire, qu'un traumatisme empêchait la famille d'en parler. Mais je les ai prises chaque année, au cas où. Dans chaque carte, un billet de 50 $. Il mettait de côté pour moi, convaincu que j'étais trop marqué pour vouloir célébrer quoi que ce soit. La colère m'est montée d'un coup. Non seulement ils avaient ignoré tous mes anniversaires, mais en plus ils avaient persuadé toute la famille que je ne supportais pas les fêtes. Dennis m'a promis que je serais en sécurité chez lui, et il m'a serré fort contre lui pendant que je pleurais jusqu'à m'endormir. Je ne le savais pas encore, mais il n'avait pas l'intention de laisser passer ça à mes parents. Ma vie allait basculer. Le lendemain matin, Dennis a frappé à ma porte bien plus tôt que d'habitude, carnet à la main et café fumant qu'il a posé sur la table de nuit avant de s'asseoir au bord du lit. « Il faut tout mettre sur papier pendant que tu t'en souviens », a-t-il dit calmement mais fermement. Chaque anniversaire oublié, chaque excuse, chaque moment où ils t'ont fait sentir inexistant. Je me suis redressé, encore à moitié dans le brouillard. Repasser 18 ans de négligence me retournait l'estomac, mais Dennis avait déjà ouvert le carnet, prêt à prendre note. On y a passé 4 heures, année après année. J'ai commencé par mes 5 ans, quand ils ont tout zappé à cause du gala de danse de Ali, puis mes 8 ans, où ils avaient promis une fête avant de partir à un parc d'attractions avec Ryan à la place. À 13 ans, je les ai surpris à manger mon gâteau d'anniversaire dans la cuisine, sans moi. Dennis serrait son stylo à en faire blanchir les jointures. « Ils t'ont dit quoi cette année-là » a-t-il demandé à propos de mes 15 ans. J'ai répété que ma mère m'avait dit que les anniversaires, c'était pour les enfants qui rapportèrent quelque chose à la famille. Dennis écrivait de plus en plus vite, sa main tremblait de colère. À la fin, il avait rempli 23 pages de notes, d'horaires, de phrases précises dont je me souvenais. Il a disparu dans son bureau et est revenu avec 3 albums photos. « Je les ai gardés depuis votre naissance », a-t-il expliqué en les posant sur la table basse. « Tes parents m'envoyèrent des photos à chaque événement familial. On a feuilleté ensemble, et c'est là que j'ai compris le schéma. Sur les premières photos, j'étais devant, bien au centre avec mes frères et sœurs. Mais au fil des années, je me retrouvais de plus en plus relégué sur le côté. À 10 ans, j'étais déjà en arrière-plan, voire carrément coupé du cadre. « Regarde celle-là », a dit Dennis en me montrant une photo de Noël d'il y a 5 ans. J'ai l'original sur mon ordinateur.
Il l'avait envoyé à toute la famille. Il ouvrit le fichier sur son ordinateur portable. Sur la photo originale, j'étais à côté du sapin. Sur la version de l'album, j'ai disparu. Mon téléphone vibra. C'était maman. Denis le saisit avant que je ne puisse refuser l'appel. « Mais sur haut-parleur » demanda-t-il. « Je veux entendre. » « Chérie ?» La voix de ma mère envahit la pièce, douce comme du miel. « Il faut que tu rentres à la maison. Tu as dépassé les bornes. On veut juste discuter. » « Je ne reviendrai pas. » parvins-je à répondre. Son ton changea du tout au tout. « Il faut que tu rentres avant que les gens commencent à poser des questions. Les voisins se demandent déjà où tu es. »« Qu'ils se posent des questions » lança Denis assez fort pour qu'elle l'entende. « Denis, mêle-toi de ce qui te regarde. C'est une affaire de famille. La fille que vous avez mise à la porte le jour de son anniversaire. » Sa voix claqua, glaciale. La communication fut coupée nette. 1 heure plus tard, Ellie débarqua chez Denis. Je la regardais par la fenêtre pendant qu'elle réajustait son sac de marque et vérifiait son reflet dans l'écran de son téléphone. Denis ouvrit avec la chaîne toujours en place. « Je viens chercher ma sœur », annonça Ale. « Nos parents m'ont envoyé pour la ramener à la maison. Elle est chez elle », répliqua Denis. Dès qu'il ouvrit la porte, Ale le bouscula pour entrer. Elle me trouva dans le salon et attaqua aussitôt. « Écoute, je comprends que tu sois énervé à cause de l'histoire du chien, mais là tu pousses le bouchon un peu loin. Rentre à la maison et... Où est-ce que je dormirai ?» la coupai-je. Son visage s'empourpra. « Qu'est-ce que tu veux dire ? Ma chambre, elle est où ?» Ale se tortilla, visiblement mal à l'aise. « Eh bien, maman avait besoin de plus de place pour ses vêtements, alors ils ont agrandi mon dressing. Mais on trouvera bien une solution. » « Quand est-ce qu'ils ont fait ça ? » « Il y a environ 3 semaines. » Elle fuyait mon regard. « Ils ont donné tes affaires à Emmaüs. Ils ont dit que tu n'en aurais plus besoin. » J'eus l'impression que tout tournait autour de moi. Tout était prémédité. Ils avaient effacé jusqu'à la moindre trace de mon existence avant même de me jeter dehors. Denis s'interposa. « Je crois que tu ferais mieux de t'en aller. » Après le départ de LA, je repensais à l'argent que j'avais mis de côté pour la fac. Ma grand-mère avait ouvert un compte pour chacun de ses 3 petits-enfants dès notre naissance. Je me connectais à l'appli bancaire, les mains tremblantes. Le compte qui aurait dû contenir 18 ans de cadeaux d'anniversaire et de Noël était vide. L'historique montrait un virement vers le compte de mes parents, 3 jours avant la fête de Bella. Denis appela sa mère en Irlande sur le champ. Je l'entendais, d'abord perplexe, puis de plus en plus remonté à mesure qu'il lui racontait tout. Quand il la passa sur haut-parleur, sa voix me glaça le sang. « Ils nous ont dit qu'elle avait rejoint une secte », déclara ma grand-mère. « C'est pour ça qu'elle a raté les 5 derniers appels vidéo familiaux. Ils ont raconté qu'elle avait quitté l'école pour partir avec un groupe religieux. Mes mains tremblaient, pendant que je créais un nouveau compte sur les réseaux sociaux. Cette fois, sous un faux nom. Il fallait que je voie ce que ma famille racontait. Sur la page de ma mère, des centaines de photos de famille. Anniversaires, vacances, fêtes. Sur chacune d'elles, depuis 8 ans, j'avais été effacé. Mais Denis avait déjà retrouvé les versions originales, sauvegardées depuis de vieux mails. « J'ai tout gardé », dit-il. Je n'ai jamais su pourquoi, mais je trouvais louche la façon dont ils parlèrent de toi. 3 jours plus tard, Ryan m'envoya un message pour qu'on se retrouve dans un café du centre-ville. J'ai failli ne pas y aller, mais Denis m'encouragea. « Tu dois entendre ce qu'il a à dire. » Ryan était nerveux, jetant sans cesse des regards derrière lui en s'asseyant en face de moi. « Il prépare ça depuis des mois », lâcha-t-il sans détour. « Le copain de Haley a perdu son appart et maman a pensé que tu serais la plus facile à mettre dehors. Elle a dit que tu ne te défendais jamais. Pourquoi tu me racontes tout ça ?» Il fixa sa tasse. « Parce que c'est injuste et parce que... » Il s'interrompit. « Parce que j'ai entendu maman dire à papa qu'une fois que tu serais parti, il pourrait te raconter à tout le monde que tu avais des problèmes de santé mentale. Faire croire que c'était ton choix. Ce soir-là, mon téléphone sonna. C'était ma responsable à la librairie où je faisais un mi-temps. « Je suis désolée, dit-elle. Mais tes parents ont appelé. Ils ont affirmé que tu étais instable mentalement et dangereuse. La direction veut que je te suspende en attendant une enquête. Quoi ? Je travaille ici depuis 2 ans sans le moindre souci. Je sais, mais ils disent que tu les as menacés. Ils exigent qu'on te licencie pour des raisons de sécurité. » Denis attrapait déjà ses clés. « On va au commissariat. Tout de suite. » Le policier qui prit notre plainte avait l'air lessivé, jusqu'à ce que Denis lui montre les preuves. Le compte vidé, les fausses accusations auprès de mon boulot, l'enchaînement de mensonges. « Ce n'est pas la première fois qu'un membre de votre famille porte plainte, » fit-il remarquer prudemment. « Vos parents ont déjà l'habitude de ce genre d'accusation. » De retour chez Denis, je réalisais que mon acte de naissance et ma carte de sécu avaient disparu de mes affaires. Le lendemain, en voulant demander des duplicata, la préposée m'apprit qu'une alerte pour fraude avait été déposée sur mon identité. « Ce sont vos parents, » précisa-t-elle, qui ont déclaré une usurpation d'identité concernant leur enfant. C'est à ce moment-là que Madame Walsh prit contact avec moi, ma prof d'anglais de seconde, qui avait aperçu une publication floue sur mon nouveau compte où je parlais de tout recommencer. Son message était direct. « Je m'inquiète pour toi depuis des années. Tu veux en parler ?» Elle débarqua chez Denis avec un gros dossier. « J'ai noté pas mal d'éléments inquiétants sur ta situation familiale depuis tes 15 ans, expliqua-t-elle en étalant des papiers sur la table. Tu n'avais jamais d'argent pour la cantine alors que tes frères et sœurs prenaient toujours des extras. Tu portais les mêmes fringues plusieurs jours d'affilée, pendant qu'eux étaient toujours habillés à la dernière mode. J'ai signalé tout ça, mais ça n'a mené à rien. La prochaine erreur de mes parents, ce fut de poster sur la page Facebook du quartier. Aidez-nous à retrouver notre fille en difficulté qui a besoin de soins, disait-il. Photo de classe à l'appui. Elle est perdue et refuse le traitement dont elle a besoin. Denis fit des captures d'écran de tout. La publication datait du jour même de la fête de Bella, le jour où il m'avait mise dehors, le jour où, soi-disant inquiets pour ma santé mentale, ils organisaient une fête pour le chien. Ce soir-là, un ami de Denis fit son apparition. Benjamin, avocat spécialisé dans le droit de la famille, notamment les dossiers de garde et de fraude, passa tout en revue. Les preuves, les captures d'écran, les relevés bancaires, les faux signalements. « C'est de la maltraitance organisée », affirma-t-il.
Et on a de quoi le démontrer. 2 jours plus tard, mes parents débarquaient chez Denis accompagnés de 2 policiers. Je les observais depuis la fenêtre pendant que ma mère essuyait ses larmes d'un mouchoir. « Notre fille a fugué », expliqua-t-elle aux agents. « Elle n'a que 17 ans et a besoin d'aide. » Denis leur ouvrit la porte, carte d'identité et dossier de preuves à la main. « Elle a 18 ans », répondit-il posément. « Et votre dossier de faux signalement est parfaitement documenté. » Les policiers examinèrent les papiers, se consultèrent du regard, puis se tournèrent vers mes parents. « Madame, faire de fausses déclarations à la police, c'est un délit. Veuillez partir. » Mes parents, désemparés, tentèrent une dernière tentative. Mon père appela Denis le lendemain matin. « On va débloquer l'argent pour la fac », promit-il. « Chaque centime. Il suffit qu'elle signe un papier disant qu'elle est partie de son plein gré et qu'elle ne parlera pas de la famille en public. »« Elle va y réfléchir », répondit Denis, sans rien laisser paraître. En réalité, j'ai passé les 3 jours suivants à tout compiler dans un long post sur Internet. Photos qui montraient comment on m'effaçait peu à peu, carte d'anniversaire gardée par Denis, documents de Madame Walsh, capture des mensonges sur ma santé mentale, postés pendant que mes parents faisaient la fête, témoignages de Ryan sur l'expulsion préméditée, vol de mes économies, usurpation d'identité, tout y était. La publication a provoqué un séisme dans notre communauté. Des dizaines de personnes ont réagi, partageant leurs propres souvenirs. Des professeurs disant qu'ils ne m'avaient jamais vu aux sorties scolaires alors que mes frères et sœurs y participaient. Des parents se demandant pourquoi je n'apparaissais jamais aux remises de prix. Des entraîneurs qui se souvenaient que mes parents n'assistaient jamais à mes matchs, mais ne rataient jamais ceux de Haley ou Ryan. L'employeur de ma mère avait découvert des traces de détournement d'argent et de fausses déclarations à la police. L'entreprise de mon père avait lancé une enquête après avoir vu des éléments prouvant sa participation à une usurpation d'identité. Les services sociaux ont contacté Denis dans l'après-midi. Une assistante sociale prénommée Victoria est arrivée avec un classeur bien épais et une mine soucieuse. Madame Walsh nous a transmis ces documents directement, expliqua-t-elle en s'installant dans le salon. Vu la réaction de la communauté à votre témoignage, nous ouvrons une enquête rétroactive. Elle a posé des questions précises sur mon enfance, notant soigneusement tout ce que je lui racontais. Les années d'exclusion des activités familiales, le manque de besoins essentiels, alors que mes frères et sœurs ne manquèrent de rien, la manipulation affective qui avait fini par me convaincre que je méritais moins. Denis a fourni ses propres preuves, montrant noir sur blanc comment j'avais été systématiquement effacé des documents de famille. La question de la chambre est particulièrement grave, a souligné Victoria. Transformer votre espace de vie alors que vous y viviez encore montre une volonté délibérée. Nous devrons aussi entendre vos frères et sœurs. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer, saturé de messages d'anciens camarades. Une fille de mon cours de chimie se souvenait que j'inventais toujours une excuse pour ne pas avoir la calculatrice obligatoire pendant que Hayley exhibait fièrement son 3e smartphone flambant neuf. Mon ancien coach de foot m'a envoyé des captures d'emails dans lesquelles mes parents prétendaient que j'avais quitté l'équipe alors qu'en réalité, ils refusaient de payer l'inscription, tout en réglant sans sourciller les frais du hockey de Ryan. Benjamin, l'ami de Denis, a disséqué méthodiquement les conséquences juridiques. L'usurpation d'identité est déjà très grave, m'expliqua-t-il lors de notre 3e entretien. Mais ajouté à la fraude financière et aux fausses déclarations à la police, vos parents risquent vraiment gros. Il m'a aidé à déposer une demande d'ordonnance de protection en documentant chaque cas de harcèlement ou de fausses déclarations. La montagne de papier à remplir me semblait sans fin, mais Benjamin a pris le temps de tout m'expliquer, formulaire après formulaire. On lance aussi des procédures civiles, précisa-t-il. L'une pour les fonds détournés, une autre pour la diffamation auprès de votre employeur et de la famille élargie, et une 3e pour préjudice moral intentionnel. L'audience pour l'ordonnance de protection a eu lieu rapidement. Mes parents se sont présentés avec leur propre avocat, ma mère parée de perles, mon père tiré à 4 épingles. Ils étaient prêts à jouer la comédie de parents inquiets face à une enfant à problème, mais Benjamin avait réuni les preuves. Il a présenté au juge la chronologie détaillée que Denis et moi avions établie, montrant la transformation de ma chambre des semaines avant mon anniversaire. Les relevés bancaires démontraient qu'ils avaient vidé mon compte universitaire juste avant de me jeter dehors. Les captures Facebook, publiées le jour même où ils organisaient une fête pour le chien, anéantissaient leur version d'une famille attentionnée. « Votre honneur », déclara Benjamin. « Il ne s'agit pas ici de parents soucieux. C'est un cas d'abus systématique, visant à effacer un enfant de la famille, tout en maintenant une façade de normalité devant les autres. » Ma mère tenta de se défendre, mais le juge la coupa net. J'en ai assez vu. L'ordonnance de protection temporaire est accordée. Les défendeurs ne doivent plus avoir de contact avec la requérante et respecter une distance minimum de 150 mètres. À la sortie, l'avocat de mes parents s'est rapproché de Benjamin. Il voulait négocier. Mes clients sont prêts à restituer les fonds universitaires si les plaintes pénales sont retirées, suggéra-t-il. Benjamin resta impassible. L'enquête pénale ne dépend plus de nous. La police poursuit les chefs d'accusation pour fausses déclarations. Quant aux procédures civiles, nous irons jusqu'au bout. La page Facebook du quartier s'est transformée en champ de bataille. Ma mère a tenté de limiter la casse en expliquant que les maladies mentales pouvaient être héréditaires et qu'ils avaient tout fait pour m'aider. Mais à chaque poste, des dizaines de membres de la communauté répondaient en partageant leurs souvenirs et des captures de mon témoignage. Le récit qu'elle avait patiemment construit pendant des années s'est effondré en quelques jours. L'employeur de mon père l'a mis à pied le temps que l'enquête suive son cours. Quelqu'un des ressources humaines de son entreprise a appelé chez Denis pour vérifier la chronologie des événements. Il voulait surtout savoir dans quelle mesure il avait participé à l'usurpation d'identité, ce qui allait à l'encontre de plusieurs règles d'éthique en interne. Une semaine plus tard, Ryan m'a de nouveau envoyé un message, cette fois pour qu'on se voie chez Denis. Il est arrivé épuisé, les traits tirés et de lourds cernes sous les yeux. « Ça devient vraiment sérieux », a-t-il lâché dès qu'il est entré. « Il se déchire,
Maman accuse papa d'avoir eu l'idée du signalement de fraude. Papa rétorque que c'est elle qui a exagéré avec les fausses alertes. Il a sorti son téléphone et m'a montré des vidéos enregistrées en douce. Mes parents se disputaient violemment dans la cuisine. Ma mère hurlant que tout devait rester simple. Mon père lui reprochant de vouloir trop gratter sur les fonds en fiducie. Sur une des vidéos, j'ai entendu ma mère dire clairement « On aurait dû la laisser partir comme prévu. C'est toi qui as tout compliqué. Je viendrai témoigner », m'a soufflé Ryan. « Je ferai tout ce qu'il faut. Ce n'est pas normal. » La surprise suivante a été Hailey. Elle a débarqué chez Dennis sans prévenir et pour une fois, son assurance habituelle avait disparu. Elle paraissait toute petite, agrippée à une grosse enveloppe Kraft. Dennis l'a laissée entrer, un brin méfiant. « Il faut que je te montre quelque chose », a-t-elle dit en baissant les yeux. Elle a ouvert l'enveloppe et sorti des impressions d'emails échangées entre nos parents il y a 2 ans. Ils y parlaient de gérer le problème Jordan et de redistribuer les ressources à leur avantage. « Où tu as trouvé ça ?» a demandé Dennis. « Sur l'ordi de papa. Il a oublié que je connaissais encore son mot de passe. » Elle a fini par croiser mon regard. Je savais qu'il te traitait autrement. J'en ai profité, mais je n'imaginais pas que tout était aussi calculé. Elle a laissé l'enveloppe et s'est éclipsée avant que je puisse dire un mot. Lire ses mails le soir même m'a rendu malade, au sens propre. Ils avaient discuté de mon exclusion comme d'un simple arrangement financier, calculant combien ils économiseraient sur mes études et comment ils pourraient redistribuer ma part de l'héritage de grand-mère. Benjamin s'est servi de ces emails pour consolider notre dossier au civil. C'est la preuve noire sur blanc d'une intention frauduleuse, a-t-il commenté. Impossible pour eux de plaider le malentendu ou l'erreur de jugement. La mère de Dennis a rappelé d'Irlande, cette fois en mettant toute la famille sur haut-parleur. Ils avaient vu mon post, partagé par des cousins sur les réseaux sociaux à l'étranger. On sentait la colère dans leur voix. Tous venaient de réaliser qu'on leur avait menti pendant des années. On va modifier la structure de la fiducie, a annoncé ma grand-mère. Tes parents sont écartés de la gestion, Dennis prendra directement en main tes fonds. Elle avait déjà contacté son avocat à Dublin. Toute la famille élargie s'est dressée d'un seul bloc contre le comportement de mes parents. Des cousins que je n'avais pas vus depuis une éternité m'ont écrit pour s'excuser d'avoir cru leur bobard. Tante et oncle se rappelaient comment mes parents esquivaient toujours les questions sur mon absence pendant les appels familiaux. Ma mère a tenté une dernière manœuvre désespérée pour garder le contrôle. Elle s'est pointée à la librairie où je travaillais et a fait un scandale malgré l'ordonnance d'éloignement. Les caméras de surveillance l'ont filmé en train de dire aux clients que je représentais un danger, qu'ils devaient se méfier de moi. Elle a été arrêtée sur le champ pour violation de la mesure de protection. L'arrestation a fait la une des journaux locaux. Une femme arrêtée pour harcèlement après qu'un post viral a révélé des années de maltraitance sur mineurs, titrait l'édition en ligne. Mon nom n'était pas cité, mais tous ceux qui suivaient l'affaire sur Facebook savaient très bien de qui il s'agissait. L'article mentionnait aussi les enquêtes ouvertes pour fraude financière et usurpation d'identité. Benjamin m'a préparé pour l'audience civile. Ils vont chercher à te faire passer pour une ingrate, m'a-t-il prévenu. Ils minimiseront leurs actes et grossiront la moindre de tes erreurs d'ado. Reste calme, en tiens-toi aux faits. On a répété mon témoignage pendant des heures. Dennis assistait à chaque séance. Sa présence me donnait de la force, même quand je devais revivre en détail 18 ans de négligence. Benjamin m'entraînait à me focaliser sur les faits, pas sur mes ressentis, afin de démontrer sans équivoque le schéma d'abus. La conférence de règlement a eu lieu juste avant le procès. Les avoirs de mes parents étaient gelés, leurs frais d'avocat grimpaient en flèche. Leur avocat avait l'air défait en présentant leurs propositions. Remboursement intégral des fonds, 50 000 € de dommages et intérêts, excuses publiques et engagement à respecter l'éloignement à vie. C'est loin d'être suffisant, a tranché Benjamin. Le préjudice moral vaut bien plus, sans parler de la diffamation et du salaire perdu. Les négociations ont duré des heures. Mes parents étaient assis en face de moi, eux qui avaient été toute puissance dans mon enfance, n'étaient plus que 2 personnes brisées et amères, rattrapées par leurs actes. Ma mère évitait mon regard, mon père serrait la mâchoire sans décrocher un mot. Finalement, leur avocat est revenu avec une nouvelle offre. Remboursement intégral, 150 000 € de dommages et intérêts, excuses publiques dans le journal local et engagement à respecter les mesures d'éloignement à vie. Ils prenaient aussi à leur charge tous mes frais d'avocat et s'engageaient à ne jamais contester la restructuration de la fiducie. Accepte, m'a conseillé Benjamin. On pourrait peut-être obtenir davantage au procès, mais là, tu peux enfin tourner la page sans t'enliser des mois dans la procédure. J'ai accepté, préférant aller de l'avant plutôt que de rester prisonnière des batailles judiciaires. Les papiers ont été rédigés dans la foulée, on a signé, encaissé l'argent. Le reste appartient désormais au passé.